Bonjour à tous, bienvenue à ce 10e webinaire BSI Economics qui sera consacré aux conséquences et aux enjeux de la monétisation des banques centrales sur le court, moyen et long terme, ainsi que sur les différents effets qui pourraient être attendus en termes d'inflation, de bulles spéculatives et de perte de confiance éventuelle dans la monnaie. Donc nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Julien Pinter et Adrien Ten qui nous rejoindra plus tard. Juste pour rappel, BSI Economics est un think tank comptant une centaine d'experts qui évoluent dans le secteur académique, institutionnel et privé. Il se caractérise notamment par sa structure indépendante, apolitique au service des décideurs et du grand public. Nous proposons un contenu varié et instructif ainsi que des conférences et webinaires. N'hésitez pas à nous suivre via notre nouveau site internet pour retrouver toute l'actualité. Pour en revenir à la conférence, chaque intervenant s'exprime pendant 12 minutes. La séance se clôture par une série de questions-réponses que vous pouvez nous poser via l'adresse mail présente en rouge en haut des slides. Si vous voulez voir d'autres termes abordés par nos experts, n'hésitez surtout pas à formuler vos demandes et vous pouvez également soutenir notre think tank à titre privé puisque nous garantissons notre indépendance financière par l'absence de subventions publiques. Pour ma part, je serai en charge de la modération. Je m'appelle Caroline Perrin, je suis responsable des réseaux sociaux au sein de BSI Economics et doctorante au Collège doctoral européen de Strasbourg. Bien, je vais laisser la parole à Julien Pinter. Ok. Ok, super. Bon, je vais commencer même si Adrien n'est pas là du coup. J'ai ma connexion qui a eu quelques problèmes récemment, donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez plus. Bon, déjà, merci Caroline et merci Arnaud hein, pour la présentation et la mise en place du séminaire. À chaque fois, c'est vraiment super ce que vous faites. Donc la question sur laquelle je vais tenter d'éclairer le débat, c'est la suivante, comme tu l'as dit Caroline, c'est monétisation des banques centrales, quand doit-on en avoir peur? Pourquoi c'est une question intéressante à mon sens? C'est bien parce que quand on regarde un peu ce qui se dit dans les médias, de loin, on a peut-être un peu des fois l'impression d'avoir plusieurs sons de cloche. On a un premier son de cloche sur ce qu'on voit à gauche ici sur les slides. Donc cet article de Reuters qui nous dit en gros, il ne faut pas trop s'inquiéter du financement monétaire. Donc cet article dit quoi? Il dit les peurs sur le financement monétaire de la Banque d'Angleterre, elles sont mal placées, elles ne sont pas pertinentes. Et de l'autre côté, on a peut-être des fois l'impression d'avoir un autre son de cloche avec des articles qui nous disent peut-être qu'il faut s'inquiéter en fait avec ce qui se fait, notamment dans d'autres pays. Donc on a ce rapport d'alliance notamment assez récent avec donc l'équipe d'économistes de Ludovic Soubrand qui nous dit le quantitative easing dans les pays émergents, est-ce qu'on ne serait pas en train de jouer avec le feu? Et on a ce rapport de Goldman Sachs qui va un peu dans le même sens. C'est un document c'est pas un document public ici, mais ce qu'on nous dit en gros, c'est avec la Banque d'Indonésie, la Banque centrale d'Indonésie, elle est en train d'acheter des obligations à taux zéro au gouvernement indonésien. Est-ce qu'on n'est pas encore est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu? Est-ce que c'est un stimulus qui est vraiment justifié ou est-ce qu'on est sur une pente un peu glissante? Donc d'un côté, on a à gauche avec le smiley Don't worry, be happy, qui résume assez bien. En gros, il ne faut pas trop s'inquiéter. Et de l'autre côté, on a donc le smiley un peu plus on est en train d'avoir peur. Des messages un petit peu qui nous disent que concrètement, il faut peut-être un petit peu s'inquiéter. Donc comment on s'y retrouve ici? Comment est-ce qu'on peut distinguer la monétisation qui peut impliquer un danger de la monétisation où il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter? Donc je vais essayer dans les 10 minutes qui me restent d'apporter un éclairage de mon point de vue d'académique. Et là, on va passer au slide suivant du coup. J'ai pas mis la vidéo, je vois. Ok, donc la monétisation intuitivement, l'État, lorsqu'il se finance, en général, c'est avec des titres financiers, avec des obligations d'État. Donc on a en général un État, il arrive, il a des dépenses à financer, il émet des obligations. La monétisation, ça va être le fait de financer une partie de ces dépenses sous forme de monnaie. Donc là, si tu peux juste appuyer sur la touche droite, voilà, tout simplement. Donc tout simplement, en fait, ce qu'on a ici, c'est qu'une partie des dépenses s'est retrouvée
financés par l'émission de monnaie. Donc il y a deux façons d'atterrir à cette situation. Soit l'État, il se finance d'abord par titre financier et ensuite la Banque centrale achète ces titres financiers. Donc elle achète ces titres financiers à des agents économiques et elle leur donne en échange de la monnaie. Et donc ici, on atterrit à cette situation. Ou soit on peut avoir directement la Banque centrale qui crée directement de la monnaie pour financer les dépenses, donc sans passer par la case, émission d'obligations et la Banque centrale qui achète des obligations au public. Donc, dans les deux cas, on se retrouve avec le même résultat, dans le sens où il y a une partie des dépenses qui ont comme contrepartie de la monnaie, donc c'est le premier carré bleu, et une partie des dépenses qui a comme contrepartie des obligations, donc des titres financiers, et c'est le rectangle jaune. On va passer au slide suivant, s'il te plaît. Caroline ou Arnaud, je ne sais pas qui s'en occupe. Donc, ce qu'on voit actuellement, si on fait un état des lieux de la monétisation actuelle, déjà, tout le monde le sait, je pense, la Fed, la BCE et la BOE, ils achètent en très grande quantité des obligations gouvernementales. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a depuis très longtemps, maintenant en tout cas, en 2020. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, ce qui est un petit peu plus nouveau, c'est les pays émergents. C'est les banques centrales des pays émergents qui se mettent eux aussi à faire ce qu'ils appellent souvent des politiques de quantitative easing. Et ça, c'est vraiment plus nouveau. Donc ce qu'on voit ici, notamment sur le graphique, on voit qu'il y a la Pologne, la Croatie, le Chili, la Hongrie, la Turquie, l'Afrique du Sud, la Roumanie, l'Indonésie, la Colombie qui s'y mettent. Et avec des programmes parfois assez importants. Si vous regardez la Pologne, c'est quasiment 10% du PIB. La taille de leur programme d'achat d'actifs est quand même très importante ici. On va passer au slide suivant, s'il te plaît, Caroline. Donc, la plupart de ces pays, ils emploient souvent, les banques centrales emploient souvent, ou en tout cas les médias relaient souvent ça, avec le terme quantitative easing, qui est un petit peu un terme marketing à mon sens. Or, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses différentes sur le fond à travers les monétisations actuelles. Et notamment, le but peut différer parfois. Donc, je vais revenir d'abord sur ce qu'on connaît tous, le QE traditionnel, qui est une forme de monétisation. Et le but du QE traditionnel, c'est quoi? C'est simplement de faire baisser les taux longs. Pour ceux qui connaissent le langage un peu plus technique, on va faire baisser les primes de terme pour relancer l'activité. Donc, on veut baisser les taux longs pour relancer l'activité économique. Et ça, c'est ce qu'a fait la BCE en 2015, c'est ce qu'a fait la Fed en 2012 et avant, et c'est ce qu'ont fait beaucoup de banques centrales. Ce qu'on voit de nos jours, c'est un petit peu différent. Il y a d'abord une première forme de monétisation qui est ce qu'a fait la Banque centrale d'Angleterre, où le but, c'est de financer les États directement, car le marché aurait du mal à absorber une émission obligataire pour financer les dépenses du gouvernement, qui serait très importante. Donc, en gros, ce qu'a fait la Banque d'Angleterre, c'était d'aider l'État, parce que l'État avait une énorme quantité d'obligations à placer sur les marchés financiers, et les marchés financiers ne pouvaient pas absorber tout ça d'un coup. Et la Banque d'Angleterre a dit, écoutez, moi, je crée de l'argent, donc je crée de la monnaie, je vous prête la monnaie, et ensuite, dans les semaines et les mois à venir, vous allez émettre des obligations pour financer les dépenses que vous vouliez financer, mais vous allez lisser votre émission d'obligations dans le temps, donc pour que le marché puisse l'absorber. Et une fois que vous aurez pris l'argent sur le marché, vous allez me rembourser. C'est ce qu'a fait la Banque d'Angleterre. Et ici, pour moi, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter, donc c'est un peu ce que disait l'article de Reuters. Il y a un autre type de monétisation où on achète pour éviter une explosion des primes de risque, et donc une hausse des taux longs. Cette hausse des taux longs, bien sûr, elle gênerait l'activité économique et elle menacerait la stabilité budgétaire. Et pour moi, ici, c'est ce que fait la Banque centrale avec son PEPP, et c'est ce que font beaucoup de banques centrales. On veut éviter, souvent les économistes disent, on veut éviter un mauvais équilibre où les taux seraient vraiment très longs parce que les investisseurs s'inquiéteraient. Donc ça, c'est pas forcément... on ne peut pas vraiment dire que c'est inquiétant, mais ça reste quand même un peu plus inquiétant que ce qu'on a vu avant, dans le sens où si la Banque centrale n'intervenait pas,
ici, on aurait potentiellement des problèmes. Et un dernier type de monétisation qu'on peut distinguer, où le but, c'est de financer les États directement, car les primes de risque, donc les taux longs sont trop grandes, les primes de risque sont trop grandes. Et donc là, bien sûr, s'il y a prime de risque importante, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter. Donc ici, dans le prochain slide, je vais essayer d'expliquer pourquoi est-ce que, dans certains cas, dans le dernier cas notamment ici, pourquoi la monétisation peut être inquiétante. Donc j'ai 2 slides qui restent pour tenir dans les temps. Donc 2 slides sur la théorie économique. Donc pourquoi et quand s'inquiéter? En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, quand on veut essayer de comprendre pourquoi la monétisation, ça peut impliquer un risque, un danger, donc une grosse explosion de l'inflation. Ici, la seule manière de s'y retrouver, c'est de vraiment comprendre la mécanique qu'il peut y avoir ici entre monétisation et explosion de l'inflation. Donc il faut comprendre un autre mot pour mécanique, c'est simplement la théorie économique, un ensemble d'arguments qui fait sens et qui a été bien compris par la plupart des économistes. Et donc je vais commencer par la première théorie à laquelle beaucoup de gens pensent ici quand on pense monétisation, la pensée monétariste. Et ce qu'il faut comprendre ici, à mon sens, c'est que la pensée monétariste, si on la comprend vraiment dans ses détails, c'est pas vraiment le cadre qui est pertinent ici. C'est pas le cadre dans lequel il faut penser ici. Donc souvent, on s'inquiète notamment avec des réflexes que j'appelle monétaristes, avec cette équation quantitative ici, et donc et aussi la théorie quantitative qui est pardon, la théorie quantitative pour faire simple, qui nous dit que quand donc on a le MV égale PT que vous voyez, quand M augmente, eh bien on peut avoir une augmentation du côté droit, donc une augmentation soit des prix ou soit du revenu. Une lecture rapide ici dirait simplement quand M augmente, il y a un danger pour les prix. Donc M augmente, P augmente. Alors ça va c'est un peu aller trop vite dans la lecture de la pensée monétariste. Si on regarde vraiment ce que dit Friedman, je n'ai pas le lien ici, je ne peux pas partager mon écran, mais je vais le partager pour ceux qui sont intéressés sur Twitter. Dans une pensée monétariste, Friedman dirait qu'il y a 2 canaux par lesquels, quand on a une augmentation de M, on a derrière une augmentation de P. Et le canal le plus important, c'est le point 1, c'est le premier tiré ici, c'est que trop de monnaie implique que les gens vont vouloir placer cette monnaie dans les actifs, et cela va impliquer des pressions inflationnistes derrière. Je reviens sur ce premier point déjà. En général, je pense que la plupart des gens sont comme dans mon cas, quand on a trop de monnaie vous avez trop de monnaie sur votre compte courant, en général, moi, ce que je fais, c'est que je garde juste une partie de la monnaie nécessaire, la monnaie dont j'ai besoin, sur mon compte courant. Je ne place pas toute mon épargne sur mon compte courant qui est rémunéré à taux zéro. Et je pense que la plupart des gens sont dans ce cas de figure. Donc, ce qui se passe en général, c'est qu'on garde une partie qui nous est nécessaire et le reste, on essaie de le placer dans des produits qui sont rémunérateurs, donc dans des livrets rémunérés dans notre banque ou directement dans des actifs financiers comme des obligations ou des actions. Et ce que dit Friedman ici, c'est que quand il y a trop de monnaie, les gens vont forcément placer l'excédent de monnaie, donc ce dont ils n'ont pas besoin, dans des actifs. Et donc, par conséquent, la demande de produits financiers, elle va augmenter. Et quand la demande de produits financiers augmente, quand tout le monde veut placer sur des livrets rémunérés, des obligations, des actions, ce qu'on a, c'est qu'on a une augmentation des prix financiers et donc une diminution des taux. Et c'est cette diminution-là des taux qui va nourrir l'activité économique et ensuite l'inflation. Et ça, c'est un premier canal par lequel une hausse de M va conduire au final à une hausse de P. Et il y a un deuxième canal ici, mais je ne vais pas revenir ici dans cette présentation. L'important vraiment, à mon sens, ce qui est important à comprendre ici, c'est que le canal entre monétisation et inflation, ici, dans ce cas de figure, il passe principalement par les taux. Le fait de faire tourner les planches à billets pour acheter des obligations n'a en soi que très peu de pertinence pour l'inflation. Il n'y a pas un risque d'explosion de l'inflation dû à la monétisation en elle-même. Donc, on va passer au dernier slide, du coup. Donc,
quelle est la mécanique qui est pertinente? En fait, si on regarde les épisodes d'hyperinflation, ils ont toujours commencé avec une trajectoire de financement qui n'était pas soutenable. Et ici, ce qui est pertinent, c'est, à mon sens, la fiscal theory of the price level, donc la théorie fiscale du niveau des prix, qui nous dit en gros intuitivement la chose suivante, qui nous dit que si vous avez une trajectoire de financement qui n'est pas soutenable et que vous financez toujours par monnaie, il y a un moment donné où les agents économiques ils vont bien voir que ça tient pas la route ce que vous faites, et les agents économiques vont donc les investisseurs vont commencer à douter de la monnaie de ce pays, vont se débarrasser de la monnaie de ce pays. En d'autres termes, vous avez un ratio dette sur PIB qui augmente chaque année. Donc l'État a un déficit cette année, un déficit l'an prochain, un déficit dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Tout ça augmente le ratio dette sur PIB. Et tout ça est financé par monnaie. Et au bout d'un moment, les investisseurs vont forcément voir que la trajectoire n'est pas soutenable et on va avoir une perte de confiance dans la monnaie. Et c'est en général ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a une crise de change, donc les investisseurs se débarrassent de la monnaie et donc le taux de change coule, une grosse dépréciation de la monnaie et une grosse inflation. Et c'est notamment comme ça que ça s'est passé au Venezuela ou au Zimbabwe. Donc la conclusion, à mon sens, si l'élément clé à surveiller, c'est pas la quantité de monnaie tant que ça, mais plus la trajectoire de financement. Si vous voulez voir le lien, si vous voulez vous inquiéter avec la monétisation, en pensant au réflexe monétisation ou hyperinflation, il faut vraiment voir si la trajectoire de financement reste soutenable ou pas. Et dans ce cas-là, la discipline et la stabilité budgétaire, ce sont des éléments clés dans le lien entre monétisation et grosse inflation. Et d'ailleurs, je terminerai là-dessus. Si vous lisez le rapport de Goldman Sachs dont j'ai parlé en tout début, ce qui apparaît clairement dans le rapport, c'est la trajectoire de financement, la crédibilité du gouvernement en Indonésie, sa crédibilité en termes de discipline budgétaire, ça va être l'élément clé à surveiller. Et pour moi, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. J'avais juste un autre slide pour ceux qui sont intéressés, mais j'en parlerai pas. Je pense qu'il y a, pour ceux qui sont curieux de ce thème-là, il y a des travaux académiques et des textes de vulgarisation qui sont très, très sympas à lire pour comprendre vraiment jusqu'au bout pourquoi la monnaie. Parce que je vous ai dit d'un côté, la monnaie, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On n'a pas de quoi, on n'a pas de risque de grosse inflation due au financement monétaire en soi. Mais de l'autre côté, je vous ai dit que s'il y a une dynamique de financement insoutenable et que ce financement de financement monétaire insoutenable, les investisseurs peuvent s'inquiéter. Ça peut paraître contradictoire pour certains, et cet élément clé ici, je pense que c'est celui qui est à comprendre. Donc voilà, je m'arrêterai ici parce que je suis à la fin de mon temps. Très bien. Merci beaucoup, Julien, pour ce point entre théorie économique et faits empiriques. On va maintenant laisser la parole à Adrien Ten, qui nous a rejoint. Adrien, c'est à toi. Allô, vous m'entendez? Je pense que oui maintenant. Bonsoir à tous. Donc je vais prendre la suite de Julien sur un sujet qui pose évidemment beaucoup de questions. Julien a évoqué un certain nombre d'interrogations sur des canaux de transmission ou sur la compréhension de l'environnement, sur le lien entre la dette, la monnaie émise par les banques centrales, l'endettement des différents agents, qu'ils soient publics ou privés, l'inquiétude que tout ça provoque. Notamment chez les institutions internationales. Le FMI a évoqué un certain nombre de points, renforce ces mécanismes de surveillance des différents États. Et je vais commencer en fait en prenant un pas de recul et en revenant sur un débat qui est un peu vieux et qui soulève encore des questions et qui n'est pas totalement tranché, mais si vous vous rappelez ces questions qu'on se pose sur les liens entre émissions de monnaie importantes par les banques centrales, notamment dans le cadre des mécanismes de quantitative easing, transmission de ces éléments jusqu'à l'économie réelle, et comment est-ce que les États s'adaptent à ça, et est-ce que
le fait que vous ayez un acheteur aussi important que les banques centrales de dette publique va pas entraîner les États à émettre plus de dettes et à se placer sur des territoires, dans des territoires ou des régions insoutenables, ou en tout cas pas soutenables sur le long terme. Ce débat-là, il a posé la question notamment du multiplicateur monétaire. Alors, c'est évidemment pas accepté par tout le monde, c'est un point de débat intéressant, mais c'est pour rappeler qu'une des explications avancées à la non-transmission de toute cette monnaie jusqu'à l'économie réelle, à l'absence d'inflation qu'on observe depuis maintenant plusieurs années. Ça passe aussi par une explication sur des infrastructures de marché, sur le comportement des agents et notamment des banques, et le fait que celles-ci accumulent des réserves. Alors c'est une explication parmi d'autres, elle est bien sûr contestée, mais vous voyez ici que cette augmentation des réserves, elle a eu lieu après la crise, et on voit qu'elle a repiqué récemment en 2020 avec le Covid. Si on passe dans la slide suivante, qui présente un autre enjeu, donc là c'était au niveau des États-Unis. Là, on le voit plutôt en zone euro, on voit à peu près la même chose, qui est de dire que la base monétaire se décorrèle de la monnaie en circulation M3, et que donc vous avez un accroissement de la base monétaire sans transmission jusqu'à l'économie réelle. Et donc évidemment, ça pose des questions sur les questions que Julien évoquait, sur la circulation de la monnaie, l'impact sur les prix, et ainsi de suite. Cette absence de transmission, aujourd'hui, elle est un peu remise en cause, ou en tout cas le débat sur la façon dont la monétisation va avoir des impacts sur l'économie réelle, et est-ce qu'il faut avoir des craintes, elle est un peu remise en cause par ce qui se passe de façon un peu plus spécifique dans le cadre du Covid. Et ça, c'est ce qu'on peut voir dans la slide d'après, c'est que contrairement à ce qui s'est passé peut-être au moment de la crise de 2008, on voit que les banques centrales sont toujours très fortement acheteuses de titres publics, de titres de dette publique. Ça, c'est le graphique de gauche, et dans sa partie violette notamment, pour voir que la BCE a évidemment fortement augmenté sa détention d'actifs publics. Mais contrairement à ce qui s'est passé, au lendemain de la crise de 2008, au moment où la Banque centrale est entrée en jeu pour dire j'émets de la monnaie, j'achète de la dette, mais à l'inverse, vous aviez une politique budgétaire qui se voulait plutôt restrictive, surtout en zone euro, avec toutes les questions évidemment que ça pose sur la croissance du long terme. Est-ce que la consolidation était trop forte? Est-ce qu'il ne fallait pas faire une consolidation asymétrique entre des pays qui avaient des capacités pour investir, comme l'Allemagne, et d'autres qui avaient moins de capacités et qui devaient consolider budgétairement? Et ben, ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, pendant la crise pendant les derniers mois, c'est que non seulement la Banque centrale a continué à acheter beaucoup de titres et donc à émettre de la monnaie, mais en parallèle, l'endettement des États, l'endettement des États, en particulier au sein de la zone euro, a fortement cru, et certainement on va continuer de croître dans les prochains mois, voire les prochaines années, au fur et à mesure que les impacts de cette crise qui s'étend sur le long terme, et on voit que la deuxième vague arrive et qu'il va y avoir de nouvelles mesures d'urgence qui vont certainement être prises dans les prochains mois. Et donc à cette monétisation va correspondre une augmentation forte, brutale, des dettes publiques, avec toute la question que ça pose sur la stabilité de ces dettes à long terme. Est-ce qu'on sera capable de circonscrire cette augmentation dans le temps? Est-ce que ce que financent ces dettes, c'est de la croissance future qui pourra contribuer au remboursement de cette nouvelle charge? Et donc on rejoint là encore les questions que posait Julien sur ce qui compte au-delà de la monétisation, c'est aussi le comportement des autres agents économiques. Alors c'est le comportement des banques et des particuliers. Est-ce qu'il va y avoir une transmission de toute cette monnaie jusqu'à l'économie réelle avec des impacts sur l'inflation? Mais c'est aussi le comportement des acteurs économiques qui s'endettent, et en particulier aujourd'hui la sphère publique. Ce qui m'amène à mon dernier slide, avec quelques questions que je voulais poser de façon très ouverte, mais qui me semblent vraiment essentielles
dans le cadre de la compréhension des enjeux et qui pose véritablement des questions qui vont occuper les acteurs économiques, que ce soit les États, les économistes ou les institutions internationales dans les prochains mois. C'est est-ce qu'on va voir des non-linéarités apparaître, c'est-à-dire un déclenchement tardif mais très fort de l'inflation avec toute cette monnaie en circulation? Est-ce qu'on va voir des remises en cause de la monnaie avec des impacts très forts sur les taux de change? Est-ce qu'on va voir tous ces effets de seuil? Et je voudrais détailler ici un point qui est, on l'a vu, donc les banques centrales ont émis beaucoup de monnaie, les États, cette fois-ci, se sont endettés en parallèle et ça a naturellement amené la question de: est-ce que la dette des États est soutenable? Et si elle n'est pas soutenable, comment est-ce qu'on fait, notamment dans les économies développées? Et quel rôle, la Banque centrale européenne va-t-elle jouer là-dedans, étant, elle-même créancière très forte de tous ces États en difficulté? D'où la question que vous avez certainement entendue, de l'annulation des dettes publiques détenues par la BCE, avec tous ces impacts sur la confiance dans la monnaie, la confiance dans la banque centrale et les impacts sur le taux de change et l'hyperinflation que Julien mentionnait, avec des linéarités, des non-linéarités fortes, comme on l'a pu observer au Zimbabwe ou dans d'autres États qui sont plutôt éloignés des pays développés, ou en tout cas des États membres de la zone euro. Le deuxième point, c'est qu'on voit que cette émission forte de monnaie et tous ces mécanismes conduisent à des dysfonctionnements, ou en tout cas à limiter les mécanismes de révélation des prix. On peut penser aux différentes enchères sur les différents programmes qui ont été conduits par la BCE qui sont sursouscrits. On peut penser dans la sphère privée au fait qu'aujourd'hui vous avez certaines valorisations des entreprises cotées qui semblent discutables. On peut penser aussi dans la sphère du non coté aux fonds d'investissement qui disposent d'énormément de réserves de monnaie à placer et qui sont obligés d'investir avec des multiples très importants. Et on se retrouve un peu dans une situation paradoxale où vous avez une crise économique majeure que tout le monde estime durer sur le long terme, beaucoup de monnaie en circulation et donc des valorisations à la fois sur le côté et le non-côté, mais aussi des souscriptions et des mécanismes d'enchères sur un certain nombre de projets financés par le public qui font apparaître des prix qui ne sont pas affectés négativement par la situation. Et le dernier point que je souhaiterais traiter maintenant, c'est l'impact sur le fonctionnement des institutions et notamment sur la Banque centrale européenne. Est-ce que cette coordination de la monétisation intermédiaire, mais quand même une monétisation partielle en tout cas de la dette par la Banque centrale européenne, corrélée à des programmes d'endettement très forts de la part des États membres, ne va pas remettre en cause à moyen terme l'indépendance entre les différentes institutions avec ce nouvel alignement des intérêts qui n'est pas encore une fois celui qu'on observait au cours des dernières années et notamment depuis la crise de 2008 avec d'un côté une BCE qui était très expansionniste et qui même disait qu'elle ne pouvait pas tout faire toute seule, et de l'autre côté, une consolidation budgétaire qui était largement partagée par les différents États membres. Voilà pour moi. Et donc, je comprends qu'il y avait une séance de questions à la fois pour Julien et pour moi après ces éléments. Donc, je ne sais pas si on peut prendre quelques questions. Exactement. Merci beaucoup, Adrien. J'ai une question d'abord pour Julien. Est-ce qu'une variation plus forte de la masse monétaire sur la masse monétaire, préserve d'un rebond de l'inflation? Une question de l'auditoire. Oui. Je ne me concentrerai pas vraiment sur la masse monétaire pour voir l'impact sur l'inflation. Je pense vraiment que c'est vraiment pas la variable sur laquelle il faut se focaliser pour voir comment l'inflation va évoluer dans les mois ou dans les années à venir. Je partage vraiment ce que disait Adrien là sur le risque que la BCE devienne ou des banques centrales dans les pays avancés deviennent capturées par les politiques budgétaires, dans le sens où si elles remontent les taux, ça va créer des difficultés budgétaires pour les États. Et donc, je m'inquiéterais beaucoup plus de cet aspect et donc
de la possibilité que la Banque centrale doive laisser les taux très bas et donc laisser couler l'inflation, plutôt que de me focaliser sur la masse monétaire. Pour moi, vraiment, ce qui est pertinent, c'est les taux plus que la masse monétaire. Ok, très bien, merci. Bon, on a un petit peu dépassé sur le temps, du coup, ce sera une seule question pour ce soir. Mais en tout cas, je vous remercie à tous pour votre attention. N'hésitez encore une fois pas à soutenir notre think tank à titre privé. Donc, il y a toutes les informations sur la page bsieconomics.org. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et rendez-vous au prochain webinaire. Merci beaucoup, Caroline. De rien, bonne soirée.